Après la réforme fiscale, Donald Trump est en passe d'honorer une autre promesse de campagne, celle de rénover les infrastructures américaines. Bonjour Denis. Bonjour David. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Les chiffres, le chiffre est colossal, on a entendu ça, boum, 2000 milliards de dollars. Donc démocrates, c'était pas simple, hein. Démocrates, on sait qu'il y a des pommes de discorde, qu'on dit, de la dissension entre démocrates et républicains, et surtout face au président américain. Ils ont réussi à se mettre d'accord. Voilà, c'est ce qu'on a vu, on a les images. C'était évidemment à la Maison-Blanche. Gros plan d'investissement. Est-ce que, voilà, 2000 milliards de dollars, est-ce que les sommes en jeu sont à la hauteur des besoins? On a souvent entendu parler ou vu quand on est allé là-bas, la vétusteté, le vieillissement, encore une fois, des infrastructures américaines, les routes, les ponts. Est-ce que les sommes en jeu sont vraiment colossales? Parce que 2000 milliards, on se dit, comme c'est pas rien, quoi. Elles sont effectivement colossales et elles correspondent aux besoins. C'était notamment une note qui a été faite par un centre budgétaire qui a travaillé notamment sur les travaux, à partir des travaux faits par l'Association des ingénieurs civils des États-Unis, qui montrait qu'il y a en gros 4,6 milliards, 4600 milliards, pardon, les chiffres sont tellement colossaux qu'on en perd d'autres latins, 4600 milliards de besoins d'investissement en infrastructure, ne serait-ce que pour maintenir et réparer les infrastructures existantes. Dans ces 4600 milliards, il y en a déjà 2500 milliards qui sont financés. Donc il reste un trou de 2000 milliards, sachant que c'est un besoin de 2100 milliards, plus précisément, c'est un besoin qui s'exprime à l'horizon 2025. Une des ambiguïtés de ce qui a été annoncé. Donc le compte est bon. Donc le compte est bon. Donc le compte est bon au regard du besoin de maintenance et de réparation. Cela ne dit rien de nouvelles infrastructures qu'il faudrait mettre en place pour ce qui concerne notamment bien le déploiement de la bande passante pour Internet, le déploiement notamment d'amélioration de l'utilisation de l'eau et de la réparation des eaux usées, enfin du traitement des eaux usées. Donc il y a quand même un vaste plan d'infrastructure qui va au-delà de la seule maintenance. Parce que, encore une fois, il y avait urgence, il y avait au-delà du danger, certains disent que cette vétusteté était néfaste, encore une fois, pour la croissance même. Oui, c'est toujours l'argument. Notamment la congestion dans les aéroports, notamment. L'argument qui est évoqué, c'est que la disponibilité d'infrastructures efficaces qui tournent bien est un facteur de croissance par les gains de productivité qu'elle occasionne pour les autres secteurs. Donc il y a un effet de propagation, de stimulation économique qui peut être lié à l'amélioration des infrastructures. Cette amélioration des infrastructures, ça concerne les ponts, ça concerne les routes, mais ça concerne... Il a dit routes, ponts, réseau d'eau, le président américain, ressources énergétiques, Internet et haut débit, voilà ce qui est ciblé. Voilà. Oui, tout à fait. C'est quand même quelque chose qui est assez vaste. Et donc, les montants qui sont annoncés correspondent apparemment aux besoins qui sont exprimés. On parle d'une remise à niveau, quelque part. Oui, c'est de remise à niveau. Parce que les Américains, en pourcentage du PIB, mettent beaucoup moins d'argent que les Européens, d'ailleurs, dans la rénovation de leurs infrastructures. Oui, alors il faut faire attention, parce que est-ce que l'on prend en compte les seules dépenses du gouvernement fédéral ou est-ce qu'on va prendre les dépenses des États locaux? En réalité, 75% des dépenses sur les infrastructures sont le fait des gouvernements locaux. Donc il faut bien prendre l'ensemble du plan. C'est là que l'on va tomber sur la première des ambiguïtés. C'est qui va financer ces mesures. Ok, donc déjà, au moins, on clôt le sujet. Il est suffisamment massif, encore une fois, ce plan. On va voir la question du financement et ça, tout le sujet des Républicains, comment ça peut passer sous les fourches codines du Sénat. Après, on se dit, on peut calculer dans quelle mesure, Denis, ça aura un impact positif, on l'a compris, et de combien sur la croissance. On a vu cette croissance au premier trimestre aux États-Unis, plus 3,2%, qui mérite, on en a parlé ici, d'être un peu retraité, retravaillé, qui spontanément, on a vu une consommation qui est quand même qui ralentit, un investissement qui ralentit, des stocks qui ont augmenté, on sait que ça peut pénaliser le trimestre suivant. Donc le vrai chiffre de croissance, c'est peut-être pas 3,2, même si de manière affichée, c'est ce chiffre-là. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut regarder ce qui se passe du côté des importations. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails à regarder. Mais le point important, c'est qu'effectivement, il y a un ralentissement de l'investissement privé. Aujourd'hui, si on imagine, alors vraiment de manière extrêmement brutale, la réalisation de ce plan d'investissement, on ne sait pas exactement sur quelle période il s'envisage. Est-ce que c'est sur 10 ou sur 25 ans? Il y a une ambiguïté qui a été annoncée, qui apparaît. Mais si on prend, mettons sur 10 ans, on est à hauteur de 200 milliards par an. Ça vous fait pas loin de 1 point de PIB. Aujourd'hui, les dépenses d'infrastructures, les dépenses d'investissement public aux États-Unis, c'est un peu moins de 2,5% du PIB quand on prend les dépenses effectuées par l'État fédéral et par l'ensemble des administrations. Oui, parce que sur 10 ans, ça fait du 1 point de PIB d'injecter dans l'économie. Oui. Sur 25 ans, c'est plus la même histoire, là, pour le coup. Ah oui, tout à fait. Mais pour le coup, on ne le sait pas, parce qu'a priori, certains disent que ce plan de 2000 milliards de dollars, c'est pas en 1 an, c'est pas en 10 ans, c'est peut-être en 25. Hein.
Oui, sur oui, 25 oui, ans. tout à fait. Non, mais il y a vraiment énormément d'ambiguïté qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner un chiffre d'ores et déjà précis quant à la stimulation de l'économie que cela occasionnerait. D'autant que vous pouvez stimuler de la dépense d'investissement public, mais cela peut aussi avoir des effets d'éviction sur d'autres investissements qui ne se feront moins parce que vous déplacez les conditions de l'équilibre des marchés financiers. On fait aussi de l'investissement à un moment où les États-Unis sont en situation de saturation de l'appareil de production, où il n'y a aucun problème d'emploi. Et donc, vous stimulez de l'activité, vous allez demander des nouveaux employés, et donc vous risquez de créer une accélération salariale parce que vous déformez la... Mais avec une croissance qui ralentit, encore une fois, après son grand plan fiscal, avoir un nouveau grand plan de dépenses en infrastructure, en investissement en infrastructure, on se dit que ça peut permettre de prolonger un petit peu ce cycle américain. C'est vrai qu'on est un peu dans ces séquences, dans l'enchaînement des séquences. 2018, c'était l'histoire de la stimulation par la réforme fiscale, qui a eu les effets massifs que l'on connaît. Effets massifs, pardon, sur les marchés, sur l'investissement en tant que tel en infrastructure. On n'a pas vu grand-chose. Effet massif sur les marchés, exactement. Votre précision est tout à fait importante. Celle-ci, on l'a vu très clairement. Ça tape à côté. Oui, tout à fait. Mais vous avez aussi une amélioration. Pourquoi y a-t-il eu une très nette accélération des marchés financiers? Parce que cette réforme fiscale, principalement orientée vers les entreprises, a été un facteur de restauration de leurs résultats qui a été très fort. Ouais. Donc derrière, vous avez une espérance de retour par un peu plus d'investissement ou par un peu plus de dépenses de la part des entreprises qui, pour l'instant, ne se voient pas encore. Ça serait un meilleur plan, quelque part, pour son impact sur l'économie, ce plan d'investissement en infrastructure, que le plan, encore une fois, de baisse d'impôts pour les plus riches et sur les entreprises qui ont permis au marché de monter, mais qui, derrière, sauf si on croit à la théorie du ruissellement, évidemment. Mais Oui, en tout cas, ça peut vraiment avoir un impact de court terme, peut-être, mais peut-être surtout à moyen terme, parce que voilà, c'est l'amélioration des conditions de la productivité de l'économie, notamment qui est assurée par des infrastructures un petit peu plus fortes. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont associés aux politiques d'infrastructure, mais il y a quand même une question qui se pose, c'est que 2000 milliards de dollars, c'est bien. Mais par quoi le finance-t-on? Voilà. Et c'est vrai qu'il faut être clair, hein, ce grand plan, il a été annoncé, il n'est pas finalisé, loin de là, parce qu'il faudra l'accord des Républicains au Sénat. Et on se dit, où est le problème, puisque le président américain est républicain. Sauf que ce n'est pas gagné. L'an dernier, on s'en souvient, déjà, il avait tenté, le président américain, de faire passer un plan à 1500 milliards de dollars retoqué. Oui, 1500 milliards de dollars, dont seulement 200 étaient financés par le budget fédéral. C'est-à-dire qu'il y avait un exercice d'effet de levier qui était anticipé. Donc, une facture de 200 milliards n'a pas trouvé les contributeurs à sa rémunération. Alors, comment un plan 10 fois plus élevé sera soutenu par les Républicains? C'est bien toute l'ambiguïté qu'il y a. Alors, quand Nancy Pelosi est sortie de son rendez-vous avec Donald Trump, avec Schumer également, ils ont tout de suite dit on va se revoir dans 3 semaines pour finaliser les conditions du financement. Les pistes, pour l'instant, qui sont avancées. La première piste, c'est une augmentation de la taxation de l'essence, des carburants. Qui est faiblement taxé. Qui est faiblement taxé. Prépare des gilets jaunes là-bas. En tout cas, pour la question du... Non, mais la taxation du prix de l'essence, pour le coup. Enfin, quand on voit là-bas, quand on y va, on le voit bien. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, cette option, elle soulève plus d'opposition qu'elle n'a d'adhésion. Donc, ce n'est pas forcément gagné. Et en plus, les recettes qui sont associées à cette taxe sur les carburants ne doivent être affectées qu'à la réparation des routes et de tout le matériel, enfin de tout le réseau routier, et y compris les ponts. Mais en revanche, ça ne peut pas servir à financer les autres angles des infrastructures, que sont notamment les systèmes d'eau ou les systèmes d'Internet à haut débit. Donc il va falloir trouver d'autres modes de financement pour ces autres types d'infrastructures. Dès lors que l'on aurait bien accepté cette augmentation des taxes sur l'essence, ce qui donc n'est pas encore gagné. Donc où est-ce que l'on va trouver du financement? Pour l'instant, on est simplement un peu, comme en France, on est un peu dans le concours Lépine des nouvelles taxes qui peuvent se créer, sachant qu'il y a déjà les démocrates qui ont dit mais est-ce qu'on ne ferait pas bien de faire remonter un peu le taux d'imposition des entreprises de 21%, qui est son niveau actuel, à 25%, enfin 21% post-réforme Trump adoptée fin 2017, la faire remonter de 21 à 25%. Donc on voit tout de suite les grandes oppositions qui vont se manifester et le grand débat qui va se faire. Ça va mettre encore du temps avant que l'on arrive à un plan précis de financement de ce projet d'infrastructure. On évoque aussi des possibles coupes dans la dépense publique.
Mais bon, après, encore une fois, si c'est pour faire un grand plan d'investissement pour derrière couper dans les dépenses publiques. Oui, oui, c'est voilà, crowding out, crowding in, crowding out. C'est Ce qu'il dit là, il parle. Il dit quoi, c'est-à-dire, on en prend d'un côté, on en ressort de l'autre. Voilà. Donc, la stimulation in fine sur l'économie, qui est quand même aussi l'objectif de Trump, c'est certes présenter un plan d'infrastructure solide, mais surtout, c'est une des conditions d'avoir une économie qui continue d'être faillante après que les effets de la stimulation fiscale s'atténuent et alors que la politique monétaire, certes, ne va pas se durcir, mais ne va pas apporter un nouveau soutien, contrairement à ce qu'aurait espéré Donald Trump. Exactement. Et les marchés aussi qui attendaient depuis cette semaine de Jérôme Powell un geste qui pourrait montrer une ouverture sur une éventuelle baisse de taux. On ne l'a pas vu du tout, et ce qui est normal quand on voit les résultats du premier trimestre. Il n'y a pas matière, ça donne raison a posteriori au président de la Fed. Merci donc pour ces explications, signé Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Merci. Merci David.